BFM Business, les chroniques de l'été. 8h49, place au débat à présent. Jean-Marc Daniel, Emmanuel Le Chypre et Nicolas Dose qui nous parlent aujourd'hui de mondialisation. Bonjour Nicolas. Bonjour et bienvenue autour des 10 marqueurs du monde d'après. Marqueur numéro 5, la mondialisation. Stop ou encore, certains parlent de démondialisation. Moi, objectivement, je parle aujourd'hui de régionalisation, pas de démondialisation. J'ai l'assurance que c'est un fantasme d'imaginer qu'on va tout relocaliser dans un pays. Les chaînes de production sont beaucoup trop éclatées aujourd'hui pour imaginer que ça se produise. La première réflexion qui m'est venue en me posant cette question, c'est que c'est vrai que là, on s'est rendu compte à quel point on avait des dépendances incroyables. Enfin, on a pris conscience de nos dépendances en matière de gaz, d'énergie, bien sûr, toutes les matières premières nécessaires à la production industrielle, tous les intrants, les semi-conducteurs, les molécules même, les panneaux solaires, que ce soit le matériel médical aussi. En fait, je pense que l'époque où on avait l'assurance d'avoir le prix le plus bas et d'être systématiquement livré, cette époque-là est plus forcément exactement d'actualité comme avant. Après, il est clair qu'il y a des moteurs de changement. Je pense qu'il y a une quête de proximité, un peu sous la pression politique de la souveraineté, mais avant, on allait chercher un coût bon marché au bout du monde. Et ben, ce coût bon marché, il a considérablement augmenté. On a besoin de sécuriser ses approvisionnements. On a besoin de garder un peu plus près de soi des éléments qu'on juge comme fondamentaux aujourd'hui. Par exemple, la propriété intellectuelle. Et puis, il y a quand même de la digitalisation, qui fait que reproduire à domicile devient quelque chose que l'on peut envisager. Et puis, mon impression, mais je ne sais pas quelle sera la vôtre, c'est que tous les capitaux un peu débridés des années 90, sous l'ensemble de ces différentes pressions, vont avoir tendance à revenir un peu plus près de chez eux. D'ailleurs, il y a quand même un mouvement, on ne va pas dire la dédollarisation du monde, mais enfin, il y a quand même un mouvement où la toute-puissance du dollar est peut-être un petit peu moins évidente aujourd'hui qu'elle ne l'était autrefois. Enfin bref, moi je parle de régionalisation, quelques relocalisations, mais ceux qui nous disent que c'est la fin de la mondialisation, je suis très moyennement d'accord avec eux. Comment vous voyez cette histoire de fin de mondialisation ou d'autre chose d'ailleurs? Oui, je pense qu'on n'assiste pas à la fin de la mondialisation. Alors effectivement, il y a un discours qui est un discours qui n'existait peut-être pas il y a une cinquantaine d'années, d'hostilité systématique à la mondialisation et de redéfense du protectionnisme. On l'avait vu avec... J'ai pas utilisé le mot protectionnisme. Oui, mais on l'avait vu avec Donald Trump qui avait assumé ça. Et le Parti républicain d'ailleurs qui est traditionnellement protectionniste. Lincoln était déjà protectionniste. Et Obama avant lui, regardez l'exemple sur les pneus, par exemple, qui avait quand même pris des mesures radicales. Alors avec l'illustration de tous les inconvénients du protectionnisme, le coût plus élevé pour le consommateur, pour beaucoup de création d'emplois, enfin bref. Exactement. Le bilan des pneus Obama, ça a été un modèle du genre. Voilà, et donc on passe effectivement au travers de cet exemple d'une phase de réflexion à une phase d'émotion. On va lutter contre les Chinois, on va... J'étais pas dans l'émotion dans ce que j'ai dit là. Oui, c'est des choses beaucoup plus simples. Mais à partir du moment où il y a des idées, les idées vont inspirer après les politiques. Alors après, est-ce que ces idées vont conduire à un recul de la mondialisation? Je ne pense pas. Je pense que même à la relocalisation, je n'y crois pas non plus. Je crois en revanche qu'il va y avoir une diversification des fournisseurs. Sûrement. Et quand on regarde les taux de croissance de cette année, en 2022, le pays où il y aura le plus de croissance, c'est l'Arabie Saoudite. C'est normal, c'est le pétrole, c'est le prix de l'énergie. Mais quand on regarde quel est le pays qui combine à la fois une augmentation de sa croissance et une amélioration de ses comptes extérieurs, de la façon la plus spectaculaire, c'est le Canada. Parce que le Canada, c'est à la fois du pétrole et du blé. Et donc, on voit bien que c'est plus l'OPEP, finalement, qui fait le jeu totalement sur le plan énergétique, parce qu'il y a une diversification des fournisseurs. Sur le deuxième pays qui aura le plus de croissance cette année, c'est l'Inde. Et donc, c'est un pays qui a vocation à devenir, là aussi, fournisseur du monde au travers de cet exode rural dont je parlais dans une précédente chronique, qui va être considérable. Et le troisième pays, après, c'est l'Indonésie. Pareil, diversification. Donc je crois que on va assister plutôt à une insertion sur le marché mondial de nouveaux pays qui sont des pays qui sont encore, notamment en Asie du Sud-Est, qui sont encore en retard, mais qui ont des potentialités énormes, le Vietnam, tout ça. Et quant aux pays occidentaux, aux pays développés, leur salut, ce sera de continuer dans la mondialisation, mais en retrouvant la logique des avantages comparatifs. Visiblement, vous ne croyez pas à ce que j'appelle la régionalisation. Pas du tout. Le Chypre. Pas du tout. Moi, j'achète, mais c'est qu'un des éléments, à mon avis, qui recouvre une réalité. Vous achetez quoi? J'achète plutôt... La régionalisation est un des éléments, et c'est une des tendances effectivement actuelles, mais qui ne résume pas
à elle seule ce qu'on peut appeler la démondialisation. Démondialisation, non. Alors, moi, je pense d'abord qu'il y a une dématérialisation de la mondialisation. Si vous regardez aujourd'hui, ne serait-ce que le nombre de gens qui sont connectés à Internet dans le monde et qui échangent culturellement, philosophiquement, financièrement, etc., sans réalité matérielle, il faut arrêter de penser que la mondialisation, c'est un porte-container qui part de Singapour ou Shanghai et qui arrive à Rotterdam ou à Anvers. Donc, il y a dématérialisation. Il y a effectivement désinternationalisation des processus de production. Ça, c'est clair. On se rend compte que l'éclatement dans le monde entier des chaînes de production, beaucoup d'entreprises en reviennent. D'abord parce que les coûts de main-d'œuvre, les écarts de coûts de main-d'œuvre se sont quand même beaucoup réduits. Qu'on a effectivement cette problématique de fragilité des approvisionnements. Qu'on a cette logique de propriété intellectuelle. Qu'effectivement, avec la technologie, aujourd'hui, quand vous êtes dans une ère où vous ne produisez plus avant de vendre, mais où vous vendez avant de produire, bah oui, la proximité, ça a un sens. Et puis après, je pense qu'on voit aussi, c'est intéressant, pourquoi moi j'achète la régionalisation, parce qu'on voit bien que quand vous regardiez avant la composition du commerce extérieur de toutes les grandes zones, on voyait bien qu'il y avait quand même une Asie qui était un peu l'atelier producteur et fournisseur des produits de consommation pour le reste du monde, et notamment l'Europe et l'Amérique du Nord. Or, aujourd'hui, quand vous regardez la structure du commerce des grandes zones, vous vous apercevez que ça se ressemble de plus en plus. Et que finalement, chaque zone vit de plus en plus, pas en autarcie, mais presque. Et puis il y a la dimension géopolitique qu'il faut pas oublier. Aujourd'hui, vous avez un tiers du PIB mondial qui est fait par ce qu'on appelle des démocratures, par des régimes autoritaires, et que vous voyez bien que ce bloc, avec la Chine, avec la Russie, avec tout un tas d'autres pays qui ne sont plus des démocraties, est en train de se séparer aussi du bloc occidental. Et vous avez énormément d'entreprises occidentales qui aujourd'hui préfèrent ne pas, par exemple, aller en Chine parce qu'ils craignent que ce qui s'est passé en Russie peut-être se passe en Chine, et qui préfèrent revenir dans des pays de l'OCDE. Donc oui, moi j'achète assez la régionalisation, mais ça n'est pas la seule dimension. Laurence Boone, ils reviennent surtout en Inde, et juste une chose sur le dollar. En fait, la mondialisation, c'est quand même beaucoup une américanisation. Et le monde entier continue, par le biais d'Internet, à parler anglais, continue à utiliser le dollar. Et l'anglais, ça ne changera pas. Le dollar, faut voir. Mais continue à utiliser le droit américain. La prédomination du droit américain est assez saisissante. Ça, c'est juste. Et même l'extraterritorialité. Et Laurence Boone nous disait pour l'OCDE que la Chine était passée de moteur de l'économie mondiale à moteur de la volatilité mondiale. J'avais trouvé ça une formule assez bien trouvée. Prochain marqueur du monde d'après, travailler plus, sinon rien. BFM Business, les chroniques de l'été.